Mesdames et Messieurs, chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier l'amicale des commissaires aux enquêtes économiques d'avoir initié ce programme de dîner-débat dont je fais partie avec plaisir. Mon exposé qui va suivre et qui précédera notre échange sera consacré, comme l'indique le thème de ce dîner-débat, à la résilience et relance économique par une politique commerciale et stratégique. Donc ça vient d'être dit, les dîners-débats sont d'abord un exercice d'échange et donc nous sommes ici pour partager à ce que nous avons à dire sur le thème, pour répondre des questions auxquelles vous souhaitez que nous répondons. Le thème est particulièrement d'actualité. Il s'intéresse à la transformation que connaît le commerce international, le bouleversement de l'économie mondiale, le défi de la dépendance au marché et ses conséquences sur la régulation de l'échange international. À ce titre, le président Amadou Toubanian et le bureau de l'amicale nous invitent ce soir à la réflexion sur l'interdépendance entre les réalités économiques nationales, régionales et internationales et leurs implications politiques, y compris l'approche institutionnelle et la capacité des pays à répondre à de multiples chocs, non seulement en atténuant, mais en créant et en renforçant la capacité des réponses et de résilience renforcée. Naturellement, je débute par l'exercice que je suppose que nous sommes tous familiers, qui consiste à partager un peu sur les mots, les concepts de résilience, de relance économique, de politique commerciale et stratégique. Mais le contexte aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous faisons toujours face à une crise sanitaire persistante et un conflit russo-ukrainien avec des conséquences néfastes pour l'économie. Et mon point de vue est que nous sommes en train d'assister à l'élaboration d'un nouvel ordre économique du monde. Et nous sommes déjà entrés dans un nouveau monde dont les caractéristiques démontrent à suffisance la gravité de la crise sanitaire mondiale et celle de la guerre en Ukraine, qui ont mis en évidence la forte interdépendance économique des pays causée par la mondialisation. C'est l'objet de mon premier article sur la réflexion au choc exogène par rapport à la pandémie de Covid. Mais au-delà des effets sur la sécurité alimentaire mondiale, la pandémie de Covid et la guerre en Ukraine sont en train de mettre en évidence que le commerce mondial est dominé par l'offre de grands pays développés ou en développement. Ce que ces pays ont en commun, c'est qu'ils ont très tôt compris et admis l'importance du commerce en tant que moteur de croissance économique et du développement, comme en atteste leur politique axée sur la promotion des exportations et des investissements qu'ils mettent depuis des décennies. Donc il y a eu Covid, pandémie, et l'impact sur le commerce est réel. Il y a eu guerre en Ukraine et l'impact sur le commerce est réel. Et c'est quel pays? C'est la Chine, c'est l'Ukraine, parce que le commerce occupe une place importante dans ces pays et il participe à la balance commerciale mondiale. Si je rentre dans le domaine des conséquences de la pandémie et de la guerre en Ukraine, il convient de relever ou de souligner que, comme au milieu des années 70, l'inflation est devenue une des préoccupations majeures des gouvernements et de l'administration, du commerce en particulier, qui font face avec professionnalisme à la hausse des prix, alors que la plupart des pays sont des importateurs nets de produits alimentaires. L'inflation est présente dans le discours des institutions multilatérales et régionales, des économistes et des autorités en tant que menace sur l'économie. C'est un phénomène particulièrement complexe qui a un coût extrêmement lourd pour l'ensemble de la société et pourrait mettre en difficulté plusieurs secteurs économiques cruciaux. Au niveau des ménages, c'est la réduction du pouvoir d'achat, mais aussi la compression de la propension à épargner des ménages. Au niveau des secteurs privés aussi, c'est aussi un problème lié à leur capacité d'investissement, mais également à leur capacité aussi de lever des fonds, parce que ça touche aussi l'État. Il y a des orientations budgétaires au niveau des secteurs
qui sont sociaux, comme l'éducation, la santé, donc les subventions pour les matières premières de base. L'explication donc traditionnelle de l'inflation, de la hausse des prix, peut être regroupée en deux grandes catégories. Il y a celle qui voit l'origine de l'inflation dans la demande et celles qui soutiennent qu'elle provienne au niveau des coûts de production et donc de l'offre. Mais nous avons ici, contrairement aux crises keynésiennes, causées en général par une insuffisance de la demande, par exemple les années 29, les confinements Covid et la guerre en Ukraine ont généré une crise de l'offre qui est devenue insuffisante par rapport à la demande, entretient l'explosion de l'inflation sur les matières premières importées. Donc il y a un problème au niveau des chaînes logistiques. Beaucoup de pays ont d'ailleurs pris conscience de la nécessité de diversifier leurs sources d'approvisionnement. Mais je crois qu'on n'a pas encore perçu toutes les conséquences de la pandémie et de la guerre en Ukraine. Donc l'interdépendance par les marchés, l'échange international est l'une des principales voies de transmission des chocs. Le commerce, donc, est l'un des canaux de transmission des chocs exogènes. L'interdépendance, c'est la mondialisation, qui est un processus d'élargissement de l'espace d'intervention des gens économiques. L'interdépendance par les transports, l'interdépendance par les technologies de l'information, l'interdépendance au niveau des marchés financiers, mais aussi au niveau du marché des biens et des services. Alors, comment les pays peuvent-ils mieux se préparer aux chocs exogènes? Certaines questions de principe, nous devons les prendre en considération. C'est-à-dire comment promouvoir une croissance économique durable avec ces chocs exogènes, un plein emploi ou une réduction de la pauvreté à la lumière de la concurrence mondiale croissante dans le secteur industriel et des services agricoles, les menaces de durabilité aussi de l'environnement et la sécurité énergétique. Il y a aussi la croissance de la population et les demandes qui explosent au niveau des besoins sociaux de base. Mais également, comment prendre en compte la réforme des entreprises aussi d'État qui étaient en difficulté avant même le choc. Certains diront qu'il faut renforcer la résilience et répondre à de multiples chocs. Mais le terme résilience est partout. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Je ne l'ai pas expliqué dans mon premier article. J'ai parlé de résilience, mais je ne me suis pas attardé sur le concept. Parce qu'il faut une compréhension commune de ce concept de résilience. Alors que la résilience passe du terme technique au mot à la mode, il est utile de clarifier exactement de quoi nous parlons. Nous allons essayer d'expliquer. Au cours des dernières décennies, peu de concepts ont acquis une telle importance que la résilience. Il y a un accroissement exponentiel de la recherche et des politiques sur les moyens de promouvoir des systèmes résilients, mais le contenu a souvent manqué d'une définition claire de ce que cela signifie réellement, la résilience, sans parler de la manière d'appliquer la réflexion sur la résilience. Selon Anne Masson, professeure au Collège d'éducation et de développement humain de Minnesota, l'idée de résilience est apparue dans l'écologie et la psychologie, ou les sciences sociales à peu près au même moment, les années 70, et de manière totalement indépendante, le dénominateur commun, dit Masson, est qu'il implique des interactions au sein et entre des systèmes complexes. Masson définit la résilience comme la capacité d'un système dynamique à s'adapter avec succès aux perturbations qui menacent le fonctionnement, la viabilité ou le développement futur du système. Deux idées principales ressortent de cette définition de la résilience. Premièrement, la résilience des systèmes humains est naturelle et souvent associée à la durabilité face aux changements constants. Deuxièmement, la résilience implique deux types de réponses à ce changement. Le premier, c'est l'adaptation. Soutient la résilience d'un système en l'aidant à rester essentiellement dans le même état. Cependant, si cet état devient intenable, le système peut subir un changement transformationnel passant à un état stable différent. La résilience n'est donc pas toujours une question de rebondir. Parfois, cela implique de rebondir dans un nouvel état.
Donc le changement transformationnel, qui est la deuxième étape, aide à expliquer pourquoi il est important de penser à l'échelle de la résilience. La résilience est la capacité d'un système, qu'il s'agisse d'un individu, vous ou moi, d'une forêt, d'une ville ou d'une économie, à faire face au changement et à continuer à se développer. Comme ce qu'est en train de faire le ministère du Commerce. Un excellent travail est en train de faire au niveau de la direction du commerce intérieur pour maintenir leur prix à leur niveau et aider les consommateurs à préserver leur pouvoir d'achat. Donc il s'agit de savoir comment les humains et la nature peuvent utiliser des chocs et les perturbations comme une crise financière ou un changement climatique ou une crise commerciale pour stimuler le renouveau et la pensée novatrice. Un nombre immense d'initiatives de durabilité émergent actuellement, telles que les villes de transition, l'agriculture agroécologique et la gestion écosystémique des pêches. De telles initiatives doivent être étendues grâce à des fonds d'innovation, des fonds, des capitaux d'amorçage, mais également d'autres incitations afin d'avoir un impact mondial. Mais pour résumer, une compréhension approfondie de la résilience, on peut le résumer en 3 concepts. C'est d'abord capacité à persister, c'est-à-dire à assurer le même niveau de pouvoir d'achat au niveau des consommateurs, par exemple. C'est la capacité à s'adapter et à se transformer. La résilience, capacité à persister, à s'adapter et à se transformer. Donc, alors que les praticiens travaillent sur le renforcement de la résilience, les efforts pour ancrer le concept dans des lieux et des systèmes spécifiques contribuent au développement d'une compréhension commune de la résilience qui permette une action positive. Donc, au niveau mondial, dans les pays développés, il y a des think tanks sur la résilience qui sont en train de se constituer, d'élaborer. Et je pense que le Sénégal aussi gagnerait à mettre en place un think tank ou une cellule de réflexion sur la résilience pour vraiment avoir une compréhension commune au niveau des acteurs étatiques, du secteur privé, mais également des journalistes. Mais pourquoi on parle de résilience? Nous sommes quelque part vulnérables. Nous sommes quelque part vulnérables au choc extérieur. Covid nous impacte. La guerre en Ukraine nous impacte. Mais pour parler de vulnérables, parce qu'il faut qu'il y ait des instruments de mesure de cette vulnérabilité pour renforcer nos capacités productives. Nous savons, à raison de la pandémie mondiale et de la guerre en Ukraine, les populations vulnérables sont confrontées à des défis sans précédent. Dans le même temps, la pandémie de Covid nous offre aussi de nouveaux points d'entrée, non seulement pour réinitialiser l'économie, mais aussi pour la transformer. Dans ce contexte, l'innovation est devenue l'une des stratégies de changement fondamentales pour accélérer les progrès des communautés vulnérables. Je ne vais pas parler beaucoup sur l'innovation. C'est contenu dans mon article « La confiance dans l'avenir ». Covid-19, la confiance dans l'avenir. J'ai beaucoup parlé de l'innovation dans cet article que je vais partager avec vous après. Maintenant, nous pouvons définir un certain nombre d'indices de vulnérabilité. L'indice de vulnérabilité économique et environnementale qui a été créé par le Comité des politiques de développement des Nations Unies, qui est un organe consultatif du Conseil économique et social des Nations Unies, dans le cadre des 3 critères d'inclusion ou de sortie de la catégorie des pays les moins avancés, ainsi que le revenu national brut par habitant, est un indice des actifs humains, indice de développement humain. Donc l'indice de vulnérabilité économique est une mesure de la vulnérabilité structurelle au choc économique et environnemental. Donc ça mesure la vulnérabilité structurelle, non conjoncturelle. Si nous avons une vulnérabilité élevée, cela indique que les chocs structurels majeurs ou au développement durable, c'est des chocs, c'est des obstacles structurels majeurs au développement durable. Donc un indice élevé représente une vulnérabilité économique plus élevée. Je vais donner 4 indices de vulnérabilité économique et les départements ici présents pourraient quand même travailler sur ces indices de vulnérabilité pour peut-être renforcer la résilience, mais surtout les capacités productives. C'est d'abord la part de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche dans le PIB. Si c'est faible, ça veut dire que nous sommes
vraiment vulnérables au choc. Nous ne pouvons pas asseoir une politique de consommer local basée sur nos ressources. Parce que si vous avez une part de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche dans le PIB qui est faible, dites-vous bien que vous êtes vulnérable au choc extérieur. Vous êtes importateur net de produits. Deuxièmement, c'est l'éloignement et l'enclavement aussi. Si vous êtes éloigné, enclavé des marchés, que ce soit au niveau région, que ce soit au niveau aussi des communes, ça veut dire que aussi vous êtes vulnérable au choc. Nous avons vu les perturbations au niveau de la scène logistique mondiale. Mais le Sénégal aussi, avec tout ce qui se passe dans la sous-région, cette instabilité dans les pays qui nous sont transfrontaliers, ça montre aussi quelque part le Sénégal est un pays quasiment enclavé. Donc il nous faut des innovations pour trouver des débouchés au niveau international. Troisième indice, c'est la concentration des exportations de marchandises. Quand vos exportations sont concentrées sur un marché uniquement, vous êtes vulnérable. Si par exemple on avait des exportations vers l'Ukraine, que vont devenir ces exportations? Donc les secteurs concernés, les secteurs privés qui exportent sur ces marchés vont être impactés. Donc il faut voir comment transformer la mise en œuvre de la ZLECAf, de la zone de libre-échange continentale, en une véritable opportunité qui stimule le commerce et l'investissement. Et le quatrième indice, c'est instabilité des exportations de biens et services. Là, il faut assurer une augmentation régulière des recettes d'exportation qui permettrait d'éviter des crises récurrentes de la balance des paiements et d'obtenir un développement plus régulier et stable. L'exemple de la Chine est un exemple assez particulier. De 2013 à 2017, on a fait un accroissement des exportations à l'ordre de plus de 700%. On est passé de moins de 10 milliards d'exportations à plus de 80 milliards d'exportations. Et ce qu'on a fait en Chine, on peut le reproduire aux États-Unis avec la GOA, on peut le reproduire au niveau aussi de l'Union européenne avec tout sauf les armes, on peut le reproduire aussi dans les pays développés qui nous offrent aussi des préférences commerciales non réciproques. Les techniques existent, parce que les acteurs qui sont dans ces pays, c'est des acteurs que nous rencontrons au niveau de l'OMC, au niveau de la CEDEAO ou au niveau de l'IEMA. Nous parlons le même langage. Donc c'est facile de leur dire, voilà, en 2005, au niveau de Doha, vous avez pris l'engagement d'ouvrir votre marché à hauteur de 97%. Il faut respecter cet engagement. C'est ce que nous avons fait avec la Chine et on a fait exploser les exportations. Et également au niveau des investissements, chaque mois, des groupes d'investisseurs visitaient le Sénégal. Donc il y a des possibilités quand même d'accroître donc l'accès au marché des produits sénégalais dans les différents marchés. Les compétences existent, les techniques existent. Il suffit juste d'amener les agents qui ont cette compétence dans ces juridictions pour pouvoir ouvrir les marchés et offrir au secteur privé sénégalais des possibilités de l'expansion de leur commerce dans ces pays-là. Donc l'évaluation de l'indice de vulnérabilité économique, tel que le degré de dépendance des producteurs nationaux à l'égard des marchés extérieurs, ça devrait permettre aux autorités de mieux orienter les mesures de soutien et également de veiller à une coordination plus efficace des mécanismes de réduction de la vulnérabilité des entreprises, des producteurs et des agents économiques. Donc nous avons vu la résilience persister, s'adapter, se transformer. Pourquoi on doit être résilient? C'est parce qu'on est vulnérable. On a vu les indices de vulnérabilité. On agit sur ces indices, que ce soit au niveau sectoriel, pour pouvoir booster les capacités productives de ces sectoriels et asseoir vraiment une certaine stabilité au niveau des ménages. Maintenant, pour le dernier point concernant la relance économique par une politique commerciale et stratégique, nous avons vu aussi à la pression baissière. Le gouvernement a très tôt relevé qu'il est indispensable de recourir à un plan de riposte en privilégiant les ajustements ciblés pour rendre la résilience économique plus performante et efficiente. Parce que les chocs exogènes ont des conséquences et il faut des réponses stratégiques. Mais quel rôle peut jouer le commerce dans la relance économique? C'est ça la question. Dans le cadre de la mise en œuvre de la ZLECAf, le fait aussi de commercer dans un nouveau cadre, ça ouvre aussi un nouvel ensemble de règles et d'engagements qui créera certainement quelques problèmes d'ajustement à court terme et à moyen terme et provoquera notamment des pertes de recettes fiscales et des effets de commerce dans certains secteurs, donc de création de commerce comme aussi de détournement de commerce.
Je ne reviendrai pas sur la définition qui a été faite sur la politique commerciale et stratégique par le professeur Sané, qui est un ensemble de règles. Mais la politique commerciale et stratégique implique de l'expertise, parce que c'est une politique protectionniste. Ça implique aussi des compétences techniques et professionnelles qui existent dans le département du commerce. Cependant, l'importance des coûts des échanges pour les producteurs constitue un obstacle de fait à leur pleine participation dans le commerce régional, voire mondial, notamment par le biais des chaînes de valeur. Donc les obstacles à l'échange, qui sont les droits de douane, qui sont les restrictions quantitatives, les quotas, les subventions, les licences d'exportation, les règles d'origine, les sauvegardes transitoires par produit ou les droits d'accise et la TVA, que ce soit les mécanismes de crédit aussi, avaient pour objet principal de protéger le producteur national de la concurrence étrangère. Ça, c'est l'ancien monde. Parce que nous sommes déjà dans un nouveau monde dans lequel la production n'est plus nationale, mais transnationale. C'est des chaînes. On achète des produits semi-finis, assemblés dans un pays donné. Donc, comme par exemple le secteur automobile, c'est des assemblages. Donc, pour tout ce qui est input, qui provient d'un ensemble de pays. Donc, c'est un nouveau monde dans lequel le principe de précaution et la protection des consommateurs qui bouscule celle de la protection des producteurs. Le rôle du ministère du Commerce, pratiquement maintenant, c'est la protection des consommateurs. Avant, c'est la protection des producteurs. On peut prendre aisément l'exemple de la Sonacos. Avant, nous ne pouvions pas exporter les graines d'arachide, mais maintenant, on exporte les graines d'arachide. L'État a passé de l'étape de protection des entreprises à l'étape de précaution parce qu'il y a un surplus de production, il faut exporter pour sauvegarder donc les capacités des producteurs au niveau des zones rurales à avoir un peu de revenus pour les prochaines saisons. Donc c'est un monde de chaînes de valeur et de mouvements transfrontaliers des biens et des services qui sont produits dans différents pays. Donc l'origine de cette multilocalisation des processus de production, l'origine est simple et connue. C'est la compression, c'est la réduction de la distance par les innovations technologiques et les technologies de l'information et de la communication, notamment, mais l'innovation du conteneur et le transport multimodal. Mais la guerre en Ukraine a montré ses limites, a montré les limites de cette multilocalisation, parce que les chaînes d'approvisionnement sont perturbées. Mais comment faire donc une politique économique par une politique commerciale et stratégique? En matière de définition de champ approprié, du champ approprié d'une politique commerciale et stratégique, le pays doit relever une série de défis. Premièrement, c'est l'élaboration d'une stratégie de politique commerciale et stratégique. Et deux, le développement des mécanismes institutionnels de formulation de la politique commerciale et stratégique. On a des approches, des démarches de politique commerciale et stratégique au niveau de l'ARM avec donc la politique sur l'oignon, au niveau peut-être également de la compagnie sucrière. Mais il n'y a pas une politique réellement définie, écrite, élaborée et validée. C'est ça qu'il faut peut-être corriger. Dans ce contexte, la diversification commerciale et l'adaptation structurelle qui restent clés pour le développement futur de l'économie, en particulier la diversification des exportations, qui reste aussi un impératif pour le pays. L'indice de concentration aussi des exportations qui a sensiblement augmenté au cours des 10 dernières années, même si le nombre de produits exportés a lui aussi progressé. Vous regardez l'indice de concentration des exportations, par exemple l'arachide s'est concentré vers la Chine. Mais il faut savoir qu'en Chine, on peut exporter des graines, mais on a aussi des possibilités d'exporter de l'huile brute d'arachide. Et il vaudrait mieux même exporter l'huile brute qui peut avoir une valeur ajoutée et aussi qui peut également être exportée dans d'autres pays. Par exemple, la Chine importe l'arachide et réexporte vers les États-Unis. Pourquoi nous ne pouvons pas faire cela? Nous sommes plus proches des États-Unis. Donc, orienter les producteurs à produire l'arachide de bouche, parce que c'est ça les Américains, c'est ça qu'ils consomment. C'est des grands consommateurs d'arachide. Il existe même un conseil d'État américain pour l'arachide. Et nous n'avons pas de conseil d'État pour l'arachide. Alors que l'arachide, c'est une spéculation importante pour le pays. L'autre chose aussi,
Il ressort aussi clairement de la structure du PAP 2A. Donc le programme d'action prioritaire accélère à exister, que des progrès notoires devaient être réalisés en vue d'une meilleure intégration du commerce. Ça, c'est l'expérience lors de la mise à jour de l'étude diagnostique de l'intégration du commerce. Donc, quand nous faisions cette mise à jour que je coordonnais, nous avons constaté que certaines institutions économiques du Sénégal ont une notion classique du commerce comme un simple mouvement de biens qui ne concerne que de manière périphérique les cadres réglementaires régissant la mobilité internationale des biens et services ainsi que des investissements. Donc, une connaissance classique du commerce comme échange. Or, pour assurer une véritable intégration du commerce dans les stratégies de développement du pays, il convient d'avoir une vision plus large du commerce comme instrument de développement, d'où la nécessité d'un véritable plan d'intégration du commerce. Donc, l'élaboration d'une stratégie de politique commerciale transversale, touchant de manière cohérente les éléments clés des différentes politiques sectorielles du Sénégal, notamment, par exemple, une grande modernisation agricole qui devrait être ancrée dans une économie marchande planifiée, orientée vers le marché en promouvant davantage le développement sur tous les plans, l'agriculture, donc vivrière, l'agriculture de rente, de l'élevage, de la pêche, de la sylviculture et de la pisciculture. C'est même approche pour le tourisme, l'industrie, les technologies de l'information et la communication. Donc ce que j'avance ici, je l'ai bien expliqué dans l'article sur le redressement risque dans les réformes. Parce que la recense aussi, c'est les réformes, qui a été publié même par le ministère des Finances dans Ecofinance 14 et repris dans plusieurs sites web. Donc où j'explique clairement les secteurs sur lesquels on peut vraiment mettre l'accent pour brûler des étapes dans notre processus de développement. Et c'est possible. Donc une politique commerciale et stratégique devrait prendre en compte des questions relatives à la création de circuits commerciaux aussi et de surfaces commerciales modernes, de l'urbanisme commercial par des entreprises nationales, mais également les organisations socio-professionnelles, le secteur privé, pour la distribution des biens et services dans les régions du Sénégal. Donc il faut une implication du secteur privé national pour asseoir une véritable dynamique de création de circuits commerciaux modernes. C'est c'est ce qui existe en Chine, dans les pays asiatiques, dans beaucoup de pays. Il n'y a pas que les étrangers qui s'installent au niveau de la distribution. Il y a le secteur privé national aussi qui joue un rôle majeur dans la distribution des produits. Par ailleurs, ça aussi extrêmement important, le Sénégal se caractérise aussi par le dualisme. Il y a le secteur traditionnel et le secteur tertiaire qui coexistent, et de cette proximité émerge l'économie informelle. Donc les impacts de la crise concernent aussi le secteur informel, qui représente plus de 80% de l'économie nationale. Et je vous dis ce soir que dans ce pays, pratiquement tous les acteurs font du commerce. Les banques font du commerce, les assurances font du commerce, le secteur informel fait du commerce, l'artisanat fait du commerce. Et si le commerce est bien utilisé, au sens large, nous pouvons être comme la Chine. Parce que la Chine, elle est là où elle est actuellement, c'est à cause du commerce. Elle est puissance commerciale numéro 1 mondiale. L'Allemagne n'est pas une puissance militaire, elle est une puissance commerciale, la première puissance commerciale de l'Europe. Parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne, sur le plan militaire, ne pèse plus rien. Depuis 2009, je réfléchis sur le commerce. L'État du Sénégal m'a envoyé dans beaucoup de pays pour apprendre les grands problèmes économiques internationaux. Au Caire d'abord, à Genève pendant un an à l'OMC, à la CUNICED. Même au mois d'avril, on avait un séminaire sur la résilience et la construction aussi des réponses. Donc, et j'ai vu aussi en Chine comment la Chine est devenue une puissance commerciale. C'est à cause du commerce. Le ministère du Commerce est le département le plus important. Vous avez vu à l'inauguration de l'arène nationale, c'est le ministre du Commerce qui a fait tous les projets que vous voyez ici, que ce soit Ila Touba, AIDB Mbourtiès, Pont Foundiougne, c'est le ministère du Commerce qui valide. C'est la même chose au Singapour, au Japon avec MITI, Corée. Donc si le commerce est bien utilisé, que ce ne soit pas une affaire de commissaire sectoriel,
mais une affaire transversale. Dans les départements stratégiques, on peut brûler des étapes pour notre développement. M. Ousmane Sindia, ici présent, peut le confirmer que le commerce, c'est le plus puissant moteur de développement d'un pays, qui peut réduire rapidement la pauvreté, mais créer énormément d'emplois pour les jeunes et les populations. Je voudrais aussi terminer dans deux, trois paragraphes. Le rythme des investissements aussi, parce qu'on ne peut pas aussi parler de commerce sans parler d'investissement. C'est pourquoi dans ces pays dont je parle, il y a Exim Bank, banque export-import. Il y a une corrélation très forte entre les investissements et les exportations. Exim Bank turc vient au Sénégal investir, les compagnies turques viennent au Sénégal. Exim Bank Chine vient au Sénégal, les compagnies chinoises viennent, de même que Corée. Tous les pays qui ont Exim, c'est un instrument pour la promotion des exportations. Donc le rythme des investissements qui a été soutenu, mais le secteur des biens non échangeables en a été le principal bénéficiaire, les infras. Tandis que le secteur des activités internationales échangeables a nettement moins contribué à cette accumulation. Donc il faut des investissements dans le secteur productif. La faiblesse des idées peut être considérée comme le reflet des difficultés de l'économie à hausser le niveau de ces investissements productifs et à se positionner sur des nouveaux relais de croissance. Donc la participation au commerce mondial est indispensable au succès des pays qui s'industrialisent tardivement. On pourrait donc proposer une stratégie consistant à accélérer la modernisation technologique de l'industrie manufacturière en passant par plusieurs étapes soigneusement définies qui permettraient de délaisser progressivement les industries de main-d'œuvre au profit d'industries produisant des produits manufacturiers à forte intensité de technologie et de compétences destinées à l'exportation. Donc, chers invités, mesdames et messieurs, voilà l'économie de mon exposé. Et je sais que ce dîner débat ne peut pas nous permettre de parler tous les sectoriels, par exemple l'industrie, où il faut faire beaucoup d'efforts également. Beaucoup d'efforts dans le secteur industriel. Donc, les études existent, les articles ont été publiés. Il y a 3 essentiellement qui ont été publiés en début de pandémie. C'est pour permettre un peu aussi d'inciter à la réflexion. C'est la résilience au choc exogène, réflexion sur la résilience au choc. Le redressement réside par les réformes qui ont été reprises par le ministère des Finances et du Budget, et aussi plusieurs CIDUEP, mais également la confiance dans l'avenir. Nous pouvons avoir confiance dans l'avenir parce que ce pays regorge de ressources naturelles et minières, mais surtout de compétences intellectuelles et techniques qui peuvent nous aider à brûler les étapes de notre développement. Je vous remercie de votre attention.